L'histoire des textes est inséparable de l'histoire des livres qui les ont transmis, et celle-ci est tributaire de l'histoire des collections qui ont réuni les livres. La collection qui nous intéresse ici est celle de la mosquée de Amr ibn al-As, et c'est de l'histoire de cette collection que je vais vous parler aujourd'hui. À partir des collections occidentales, dont on verra qu'elles ne représentent qu'une sélection de la Bibliotheca Coranica originelle de la mosquée, nous pouvons aujourd'hui reconstituer au moins 250 manuscrits seulement pour les 4 premiers siècles de l'islam. Alors 250, le nombre peut paraître dérisoire face aux bibliothèques modernes d'imprimés qui comptent des centaines de milliers d'ouvrages, mais si l'on considère qu'au XIIe siècle, l'abbaye de Cluny comptait 570 volumes, on s'aperçoit que la collection de Fustat est loin d'être négligeable. L'importance de cette collection est donc telle que l'on doit s'interroger sur la place qu'elle occupait dans la transmission manuscrite du Coran. D'abord, quelle était sa fonction véritable? Était-ce une bibliothèque, c'est-à-dire un lieu vivant où les manuscrits étaient à la fois conservés et accessibles à des lecteurs, ou plutôt une guéniza, donc un cimetière de manuscrits? Deuxième question, les manuscrits provenaient-ils des environs ou faisaient-ils l'objet d'une circulation à plus large échelle? Enfin, Fustat faisait-elle partie de ces écoles régionales traditionnelles qui perpétuaient la transmission ancestrale du Coran? Paradoxalement, les sources arabo-musulmanes ne fournissent que peu d'informations sur Fustat, contrairement aux autres grandes cités Damas, Basra, Koufa ou Médine. Pour ces dernières, nous pouvons suivre l'histoire du Mus'haf, du Coran matérialisé, et ce, depuis la réception du codex envoyé par Osman jusqu'à la transmission de sa lecture durant les 3 siècles qui suivent. Au contraire, l'histoire du Mus'haf à Fustat est totalement absente, ou presque. Il est pourtant possible de glaner quelques informations à travers les sources islamiques. Ces récits mettent en lumière les enjeux à la fois politiques, mais aussi des enjeux socioculturels qui entourent le Coran et sa représentation matérielle en Égypte. Alors, ce sont des récits qu'on a partiellement vus déjà ce matin avec la communication de M. Tillier. Donc, le premier récit figure chez un auteur ancien du IXe siècle. Il nous place à l'époque omeyyade, en 694, 695, il y a une erreur, 695 de notre ère. Le gouverneur d'Irak, Al-Hajjaj, fait copier et envoyer des manuscrits coraniques dans plusieurs cités de l'Empire. La réception du codex à Fustat provoque la colère du gouverneur, comme on l'a vu déjà ce matin, le gouverneur Abdelaziz ibn Marwan, qui fait copier à son tour un manuscrit pour remplacer celui d'Al-Hajjaj. Son codex est alors transporté tous les vendredis de sa demeure à la mosquée afin d'en faire la lecture. Par la suite, ce Coran, appelé Mus'haf d'Asma, demeurera à la mosquée avec des lectures régulières. Le second récit se trouve chez un auteur plus tardif, Ibn Duqmaq, un auteur du XIVe siècle. Dans le récit, nous sommes au début du Xe siècle. Le Coran, commandité par Abdelaziz, est encore employé pour la lecture à la mosquée. À ce moment, on apporte un codex provenant du trésor du calife abbasside al-Muqtadir, codex attribué à Osman, qui porte les taches de sang du calife. Le codex est vendu à un qadi de Fustat, puis placé dans la mosquée et lu par l'imam en alternance avec le codex d'Asma. Environ 70 ans plus tard, sous le règne du calife fatimide al-Aziz Billah, l'attribution du codex à Osman est suspectée. Donc ces récits nous renseignent d'abord sur les enjeux politiques que suscitait le manuscrit coranique, mais également sur la place qu'il occupait dans la société et surtout dans les rites musulmans, depuis la période omeyyade jusqu'au Xe siècle au moins. Mais c'est surtout par le témoignage matériel que rayonne l'importance de Fustat dans la transmission manuscrite du Coran. Parmi les milliers de manuscrits coraniques conservés à travers le monde, 4 sont particulièrement célèbres par leur dimension gigantesque. Au moins 2
de ces copies, de ces 4 copies imposantes de format in plano. Un in plano, c'est un folio pour une peau complète de parchemin. Donc, c'est au moins 2 de ces 4 copies peuvent être rattachées à Fustat. La première est encore conservée dans la bibliothèque attenante à la mosquée Al-Hussein. La seconde, découverte dans le fond de la mosquée de Ramr, se trouve aujourd'hui dispersée dans plusieurs collections. Quant aux 2 autres copies, rien ne contre-indique une provenance égyptienne. Nous ne savons malheureusement pas grand-chose des pérégrinations du 3e manuscrit, aujourd'hui en grande partie à Tachkent. L'histoire veut effectivement qu'elle ait été rapportée des campagnes de Tamerlan, mais son origine nous est inconnue. Toujours est-il que des feuillets de ce manuscrit ont vraisemblablement circulé au Maghreb avant d'être dispersés sur le marché de l'art. Enfin, la dernière copie, en in plano, est aujourd'hui principalement à Istanbul. Elle fait partie d'un fonds mixte du Musée des arts turcs et islamiques, un fonds qui provient de Syrie ou de ses environs. 3 autres folios de ce manuscrit sont connus par ailleurs. L'un était au musée de Bagdad, un second appartenait au Hartford Seminar et avait été acquis au Moyen-Orient. Un troisième, conservé dans une collection privée, a été étudié par Yacine Dutton, mais ce dernier ne nous donne pas d'informations sur sa provenance. Y a-t-il eu donc une circulation de manuscrits en Syrie depuis l'Égypte ? La chronique d'Ibn Iyas, un auteur de la fin du XVe siècle, nous en donne un exemple. Il mentionne en effet un Coran de Osman, emporté par le sultan mamelouk Qansuh al-Ghuri dans sa campagne de Syrie. Après sa défaite face aux Ottomans en 1516, le sultan périt et les Ottomans s'emparèrent de son trésor. Il n'est donc pas exclu qu'il s'agisse ici de notre manuscrit. On trouve également quelques folios de notre second in plano dans le fond d'Istanbul. Certains de ces folios appartiennent à la partie restaurée du manuscrit. On suppose donc que ces feuillets ont circulé en Syrie, dans la région syrienne, probablement après le XIIe siècle. À cette époque, le manuscrit devait jouir d'une certaine popularité. Peut-être était-il lui aussi l'un des Corans de Osman. En définitive, récits et manuscrits montrent que l'Égypte occupait une place de choix dans l'histoire du Coran et de ses manuscrits, au moins à partir du 8e siècle. Elle conserve d'importantes reliques qui furent l'objet d'une circulation vers l'Est, mais peut-être aussi vers l'Ouest. La bibliothèque de Kairouan pourrait en effet bien être un fonds importé de Fustat. Que savons-nous maintenant des manuscrits de la mosquée de Raml ? Étaient-ils copiés sur place, dans un scriptorium des environs, ou importés, comme nous l'avons vu, à travers les récits que j'ai mentionnés tout à l'heure ? Des témoignages matériels confirment qu'il existait des importations de manuscrits dès le milieu du IXe siècle. Voici un acte de donation à la mosquée de Fustat par un personnage de Damas. Les donations ont pu concerner également plus d'un manuscrit. Nous avons en effet 2 fragments coraniques anciens datables du début du 8e siècle à Saint-Pétersbourg qui comportent tous 2 un folio de parchemin vierge. Ce folio a probablement été ajouté après, vers le 9e siècle, pour séparer le manuscrit en sections, en juz. Sur le recto de ce folio figure un acte de waqf, non daté, en style cursif, mais copié par la même main sur les 2 manuscrits. Ces derniers ont donc certainement été légués ensemble par le même personnage. Pour accueillir les manuscrits, la mosquée disposait-elle d'une infrastructure adaptée ? Makrizi nous dit qu'au début du XIe siècle, la mosquée conservait près de 1300 manuscrits coraniques. Il fallait donc un aménagement spécifique. Les récits font état d'au moins 2 lutrins sur lesquels reposaient les Corans d'Asma et de Osman. Nous n'avons rien de plus sur le mobilier, donc pas d'armoire comme à Damas ou à Médine, pas d'informations.
Sur ce point, la description d'Ulrich Zetzen, qui pénètre dans le dépôt au début du XIXe siècle, ne nous aide pas, car finalement, il présente une réalité bien éloignée de l'image d'une bibliothèque. Zetzen découvre en effet, dans une salle obscure de la mosquée, d'énormes feuilles de parchemin en caractère koufique, gisant sur le sol sur une épaisseur de 30 cm. En définitive, entre le XIVe siècle et le début du XIXe siècle, la bibliothèque de Fustat semble perdre définitivement son statut. Passons maintenant à la collection elle-même. Nous avons réussi à reconstituer pour l'instant de 150-300 unités codicologiques. On est loin des 1300 manuscrits coraniques conservés au XIe siècle, mais nous n'avons pas encore toutes les informations. D'abord, que reste-t-il en Égypte ? Le musée des arts islamiques du Caire ne conserve qu'un seul manuscrit antérieur à la période mamelouk. Il s'agit d'un grand in-folio de 282 feuillets en très bon état, dont l'écriture, ou plutôt les écritures, sont proches des styles A et C de la classification de François Desroches, des styles probablement employés dans la première moitié du 8e siècle. Nous n'avons pour l'instant que peu de renseignements sur le fond de Dar el-Koutoub. On dispose toutefois de plusieurs documents, de travaux de la première moitié du XXe siècle, documents que l'on peut recouper pour obtenir une liste de plus ou moins une dizaine de manuscrits en écriture koufique ou éventuellement hijazi tardif, ainsi que plusieurs fragments anciens montés sous plaques de verre, dont on ne sait pas s'ils proviennent de la mosquée de Amr ou non. Dernière piste, en Égypte, la Bibliothèque centrale des manuscrits islamiques, créée en 2004 par le ministère des Fonds de dotation et des Affaires islamiques. Dans cette bibliothèque, 817 manuscrits coraniques sont répertoriés, dont le Codex de Haussmann. Mais ces manuscrits proviennent en fait de toute l'Égypte, soit de plus de 10 mosquées différentes. Donc il faudra trier ce qui vient de Fustat de ce qui vient d'ailleurs. Mais avant cela, il est préférable peut-être de commencer par mettre de l'ordre dans nos propres collections. Les collections les plus importantes et dont l'histoire du fond est la mieux connue se trouvent à Paris, Saint-Pétersbourg et Gotha. De nombreuses autres collections possèdent également des fragments de Fustat. Enfin, des folios ou des collections de folios plus importantes passent régulièrement en vente aux enchères, qui achèvent le processus de redistribution. En 2011, rappelons que se sont vendus à Rennes près de 110 folios appartenant à 23 fragments coraniques provenant de Fustat. Heureusement, une grande partie de ces lots sont destinés aux collections des nouveaux musées, comme celui de Doha au Qatar. L'accès à ces fragments reste envisageable. Toutes ces bibliothèques possèdent donc une part de l'histoire de la bibliothèque de Fustat. Mais comment savoir ce qui provient de Fustat ou non, quand l'histoire des collections fait défaut ? Le seul moyen est d'identifier finalement des fragments communs avec les collections dont la provenance est assurée, comme celle de Paris, Saint-Pétersbourg et Gotha. Impossible donc de prouver qu'un fragment comme celui-ci, conservé à Philadelphie, qui ne figure pas dans les 3 collections parisiennes, russes et allemandes, que ce fragment provient ou non de Fustat. Je vais maintenant terminer cet exposé par un bref aperçu de la collection, en m'appuyant essentiellement sur les fonds bien connus de Paris, de Saint-Pétersbourg et de Gotha. Rappelons que nous nous concentrons ici sur la période antérieure au Xe siècle. Le fonds est majoritairement constitué de manuscrits appartenant au groupe D, groupe qui finalement représente un peu le koufique classique. Malgré des subdivisions paléographiques, il s'agit d'un groupe relativement homogène, copié dans des formats le plus souvent formats horizontaux et de petites dimensions.
En outre, les manuscrits sont presque systématiquement vocalisés par un système de points de couleur. Si l'on s'intéresse à la chronologie maintenant, plus de 10 manuscrits de ce groupe, à Fustat et ailleurs, comportent un acte de donation daté de la deuxième moitié du IXe siècle. Il y a donc lieu de penser que l'écriture D était employée donc à cette époque, au IXe siècle, et que, vu le grand nombre de manuscrits dans cette écriture, elle jouissait d'un certain prestige. Si nous nous penchons maintenant sur le reste des manuscrits, on distingue un premier groupe à gauche. Ce groupe se compose de 5 groupes d'écriture d'allure visiblement archaïque. 2 d'entre elles, celle du haut et celle du bas, B1 et C1, connaissent un développement prolongé au moins jusqu'au IXe siècle. Là encore, ces développements tardifs reflètent une production relativement homogène et standardisée. Quant à la strate antérieure, donc celle qui figure à gauche, la chronologie absolue fait pour l'instant défaut. Il faudrait reparler des datations au carbone 14, mais pour l'instant, nous n'avons pas de date qui nous permet de situer clairement ces manuscrits. C'est donc par l'étude matérielle et l'étude textuelle que l'on parvient progressivement à reconstituer le développement de ces écritures. De prime abord, on remarque que la trentaine de manuscrits qui appartient à cet ensemble présente une certaine homogénéité, et ce, malgré la pluralité des écritures. Au niveau formel, d'abord, il s'agit presque systématiquement, ça c'est un exemple d'un développement tardif du IXe siècle, pour la période plus ancienne, donc il s'agit systématiquement de grands manuscrits. Était-ce ainsi que l'on représentait le Mushaf dans les deux premiers siècles de l'islam ? Cette représentation de grands volumes, confortée, il est vrai, par les récits traditionnels, est cependant contredite par une grande quantité de matériaux ne provenant pas de la mosquée de Raml. Il existe donc bien une production de petits manuscrits, copiés dans les mêmes écritures, mais aucun de ces petits manuscrits n'a transité par la mosquée de Raml. En définitive, notre bibliothèque coranique ne conserve qu'une production très officielle pour les 2 premiers siècles. Une telle production a-t-elle pu être copiée sur place ou était-elle envoyée ? Cette dernière hypothèse pourrait être vérifiée par notre examen des manuscrits. Les divergences qui les séparent entre eux, sur le plan formel et textuel, reflètent bien non pas une, mais plusieurs traditions simultanées de copies du texte coranique. L'étude de ces différents groupes anciens de manuscrits, tous concernés par le projet Paléocoran, permettra assurément de déterminer si une tradition de copie du Coran a pu exister à Fustat au cours des premiers siècles de l'islam. Merci.